bonsoir. Tadiahao, comme on dit en chinois. On va commencer par des questions de cours avec des visuels. Et puis dans une deuxième partie, je vous passerai un bon paquet de cartes, parce que pour visualiser les stratégies d'expansion de la Chine. La Chine n'était rien il y a 30 ans, c'est-à-dire que oui, sur la carte, évidemment, on voyait que c'était un gros morceau. Sur le plan de la civilisation, évidemment, nos grands anciens nous avaient transmis les vertus et les charmes de la civilisation chinoise. Mais sur le plan de la puissance, mon thème ce soir tourne autour de la puissance, en fait. Je pense que c'est ça qui peut vous intéresser le plus. Si vous voulez que je vous décrive de l'intérieur comment fonctionne le Parti communiste chinois, je peux aussi, mais c'est un peu abscon. Donc sur le thème de la puissance, la Chine n'était rien. La Chine était un pays, certes, peuplé, puisque ça a toujours été le pays le plus peuplé de l'histoire. La Chine, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, il y a 100 ans, a toujours représenté 20% de la population mondiale. La Chine était un grand pays, peuplé, avec une ancienne civilisation, mais ne pesait rien sur le plan mondial. Sa richesse par habitant était nulle. Et puis, on a vu cette espèce d'ovni qui est devenu de plus en plus gros et de plus en plus vite. Donc, quelque chose s'est passé sur la planète, c'est l'émergence de la Chine. Si vous prenez les fameux BRICS, vous savez, les Brésil, Russie, Inde, Chine, S, ça veut dire South Africa, la Chine à elle seule représente 60% de tous les BRICS. La Chine, dans l'ensemble asiatique, représente la moitié de toute l'Asie, Japon comprise. Donc, aujourd'hui. Donc, on a eu cette Chine qui était pas grand-chose il y a 30 ans, avec un PIB par habitant quand Mao est mort, qui était de $180, qui aujourd'hui arrive à $8200 de PIB par habitant. Il y a eu une croissance supérieure à 10% pendant 20 ans. Tout ça, c'est théorique. Si vous prenez 10%, ça vous parle peut-être pas beaucoup. Mais si vous prenez votre calculette préférée et que vous faites 10% par an, ça vous fait un doublement tous les 6 ans et demi. Et aujourd'hui encore, où la Chine a une croissance qui s'est un peu amortie, on vient d'avoir le chiffre hier, c'est 6,9% de croissance. Nous, Français, on aimerait bien, enfin on n'en rêve même pas, mais 6,9% de croissance. Si vous êtes à 6,9% de la croissance chinoise multipliée par la taille de la Chine aujourd'hui, ça vous fait que dans 3 ans, la Chine aura créé une France de plus. La Chine aura créé 2600 milliards de dollars de richesse supplémentaire, ce qui est très exactement le PIB de la France. Donc, vous voyez où on en est. Hein. C'est-à-dire que nous, on peut toujours... les diplomates aiment bien, ont pour élément de langage, de dire qu'on est la plus grande des moyennes puissances ou la plus petite des grandes puissances, etc. Non, on n'est pas grand-chose. J'ai dit sur France Culture il y a 3 jours, parce que évidemment on m'a demandé de commenter la visite de Macron, aujourd'hui le PIB de la France c'est 2,5 trillions de dollars. Trillion c'est 1000 milliards. Hein. 2,5 trillions, le Japon 5, la Chine 12 et les États-Unis 19. Il n'y a pas photo. Nous sommes largués. Enfin, nous sommes... restons un pays sympathique, avec plein d'atouts, etc. Mais la Chine nous a tous doublés. Alors, quand est-ce que la Chine, la puissance économique chinoise, va rattraper le PIB américain? 2030. C'est-à-dire que vers 2030, le PIB global chinois sera égal à celui de l'Amérique. 2030, c'est une date clé, c'est demain, hein, c'est une date clé parce que c'est aussi l'année, plus ou moins 2 ans, hein, c'est une science inexacte, plus ou moins 2 ans, où la population chinoise sera rattrapée par la population de l'Inde. 2030, c'est le moment où cette même population chinoise commencera à baisser lentement. Elle continue à croître un petit peu, malgré la politique de l'enfant unique, etc. Mais voilà. Donc on a 12 ans devant nous, si vous voulez, dans lequel la Chine s'apprête à devenir la première puissance mondiale. Alors, comme c'est un système qui est très différent du nôtre, je vais
je vais naturellement en parler, ça pose problème, parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes, tous les paradigmes, mots philosophiques savants, qui veut dire l'ensemble, si vous voulez, de notre patrimoine génétique sur le plan juridique, philosophique, etc., nous confronte à une différence fondamentale qui est celle de la civilisation chinoise. Et comme cette civilisation chinoise maintenant pèse vis-à-vis du reste du monde, les Chinois, eux, vus par eux, ils se disent, bah, c'est nous les patrons bientôt. Donc le reste du monde va obéir à nos règles, à nous, et pas le contraire. Nous fonctionnons depuis, en tout cas 1945, sur les anglo-saxons qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, qui ont créé les Nations Unies et qui ont finalement fixé dans les règles du jeu international des règles de droit, de théorie du contrat, etc. C'est toute chose que j'imagine vous apprenez à Sciences Po, que nous imaginons faire fonctionner l'ensemble du monde. Et quand vous avez des nouveaux arrivants puissants, si vous voulez, qui contestent le contrat tel que nous le pratiquons depuis 2000 ans en Occident, depuis l'Empire romain, etc., là on est loin de nos bases. Parce qu'on se dit, bon sang, mais c'est pas comme ça qu'on marche. Et les Chinois répondent, si, c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, on est aussi dans un dialogue de civilisation qui devient très compliqué, surtout que le monde est instable. Il y a des bruits de bottes un peu partout, plus ou moins forts, hein, selon les régions, mais il y en a aussi venant du côté de la Chine, et c'est ça que je vais aborder. Voilà. Après cette très longue introduction, on va faire un peu des questions de cours pour savoir de quoi on parle. On est face à un pays qui est un continent, 9 millions de kilomètres carrés, la France 550 000, qui est une sorte d'île. La Chine utile, c'est un tiers de la Chine. C'est d'ailleurs là que se concentre la population. Le reste est vide. Vous avez le désert de Gobi, vous avez le désert du Taklamakan, ici qui est encore pire, vous avez l'ensemble du plateau tibétain, etc., etc. Ce qui explique que la Chine a été de tout temps isolée du reste du monde, contrairement à nous autres, qui sommes des civilisations déclinant les unes des autres. Si vous voulez. Nos ancêtres en termes civilisationnels, ils sont en Mésopotamie, hein, la civilisation d'Obeid, Babylone, etc., qui ensuite a migré vers l'ouest, enfin sur l'Égypte, la Grèce, nous, puis nos cousins américains, etc., En Chine, il ne s'est rien passé de tout ça. Donc il y a ceci pour expliquer qu'ils sont fondés à considérer qu'ils sont isolés du reste du monde, qu'ils sont spéciaux et uniques, et que au fond, tous les autres, les non-chinois, sont des barbares. Barbares au sens où les Grecs, Barbaros avait indiqué Barbaros, qui sont les gens de l'extérieur. On ne peut pas les comprendre, parce que fondamentalement, on n'est pas chinois. Et puis on fait, en termes de civilisation, des choses horribles, du genre manger avec des fourchettes au lieu de manger avec des baguettes, etc. Donc cette carte est utile, et j'ai mis ici le caractère pour Chine, qui se dit Zhongguo en chinois, qui est l'Empire du Milieu. L'Empire du Milieu, ça veut dire on est au centre du monde et puis le reste n'existe pas. Donc c'est un peu la vision la vision des Chinois. Sachant que les Chinois ne sont pas sortis de chez eux pendant 3 millénaires et qu'ils commencent à peine à sortir de chez eux aujourd'hui. Je ne parle pas des touristes chinois parce que ceux-là, depuis 5-6 ans, il y a 130 millions de touristes chinois qui visitent le monde. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Paris du côté de la Tour Eiffel ou du Louvre, le Mona Lisa, c'est même pas le Louvre, on va à Mona Lisa et il n'y a rien d'autre. Il y a des milliers de Chinois qui se prennent en selfie. Ils se prennent d'ailleurs tellement en selfie qu'on se demande s'ils ne rajoutent pas le monument derrière pour ramener à la famille. Mais ça ne s'appelle pas sortir de chez soi. Ça s'appelle s'acheter un tour organisé pour faire l'Europe en 3 jours, mais
permet pas de découvrir la civilisation française. Donc sortir vraiment de chez eux, c'est quelque chose qui est de l'épaisseur d'un cheveu marginal pour les Chinois. Donc ce syndrome, si vous voulez, d'être spéciaux, uniques, etc., est tout à fait étonnant. Moi, j'enseigne beaucoup en Chine. J'aborde absolument tous les sujets. J'enseigne sur la mondialisation. Donc, une semaine pleine sur la mondialisation. Je peux aborder des horreurs. La pollution en Chine, etc., ils adorent, enfin, surtout quand ça vient d'un étranger. Bon. Je ne m'attaque pas au système politique chinois, c'est un peu dangereux. Mais je parle de tout, y compris de l'interculturel. Et là, ils ne me suivent plus. Ils me disent non, vous nous expliquez comment vous fonctionnez dans votre tête, mais c'est impossible que vous ne fonctionniez pas comme des Chinois. Alors, je dis si, je vais vous expliquer comment. Le matériel pédagogique est au point, donc je commence à leur expliquer comment ils fonctionnent eux dans leur tête. Alors ils me disent ah oui, en effet c'est exactement comme ça. Puis quand je leur dis ben maintenant je vais vous expliquer comment nous on fonctionne dans notre tête, ils me disent non là c'est absolument impossible. Donc il y a encore ce fossé, si vous voulez, où on imagine que l'autre non chinois peut rien comprendre à la Chine et alors le pouvoir politique s'en sert évidemment, puisque le fait d'être spéciaux, distincts et uniques sur la planète, ils disent que les Chinois sont la civilisation évidemment la plus ancienne et la plus brillante du monde, vue par les autorités politiques, ça sert un discours politique, mais ils disent aussi qu'ils ont vocation à assujettir le monde avec leurs normes à eux. Et c'est là où ça nous pose problème, parce qu'on n'est plus d'accord. Alors, je vous passe les chiffres en gros pour savoir de quoi on parle. On a presque 1,4 milliard de Chinois. Ça veut dire, by the way, que si vous avez un problème à résoudre en Chine, alors ça peut être un problème positif ou négatif. Positif, c'est vous vendez des fers à repasser, votre marché potentiel, c'est 1,4 milliard de fers à repasser. Bon. Vous avez... dans le bon vieux temps, c'est-à-dire il y a 30 ans, 80% de la population habitait à la campagne. Aujourd'hui, vous avez 800 millions d'habitants déjà qui habitent en ville, 185 villes de plus d'1 million d'habitants, d'accord, excusez du peu, et en 2025, c'est-à-dire demain, vous aurez 1 milliard de personnes qui habiteront en ville. 1 milliard de personnes qui habiteront en ville. Jamais aucun pays dans l'histoire du monde n'a fait face à ce genre de dialectique. Deuxième élément, pour qu'on fixe les idées, le PIB mondial, c'est 82 trillions de dollars. Donc, vous avez l'Union européenne, à 28, j'en profite tant qu'on est 28, hein, parce que bientôt les British ne seront plus là. On est à 21, les États-Unis sont à 19, la Chine à 12, et puis dans l'ordre des facteurs, le Japon est à peu près 5, l'Allemagne 3,7, la France est là. Voilà. Ça, c'est les top 10 dans la hiérarchie mondiale. Autre élément, la montée en puissance de la Chine. Je prends l'an 2000. L'an 2000, les États-Unis étaient à 10 trillions de dollars, la Chine 1,2. Et puis, en 17 ans, en dollars courants, hein, ce qui complique un peu la chose, la Chine passe à 12 trillions de dollars. C'est-à-dire que les États-Unis ont multiplié par 2 leur puissance. Il ne faut jamais oublier ça, hein, parce qu'on pose toujours les questions en termes statiques. Il faut les poser en termes dynamiques. C'est-à-dire qu'on est sur une planète qui aujourd'hui, enfin, toute chose étant égale par ailleurs, double de taille tous les 20 ans. La planète économique. En termes économiques, le gâteau mondial double de taille tous les 20 ans, à peu près. Alors là-dessus, c'est la Chine qui est le leader et qui a multiplié par 10 son PIB en 17 ans. Alors, je vous inflige encore d'autres chiffres. Les exportations, on a beaucoup dit, les Chinois ont une main-d'œuvre pas chère et donc ils fabriquent nos chemises qui nous vendent dans le reste du monde. Oui, bien sûr, sauf que c'est de moins en moins vrai parce que même en Chine, les salaires augmentent. Donc les Chinois fabriquent plus de chemises. Ils ont délocalisé les usines de chemises au Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, où vous voudrez, etc. Par contre, ils ont monté en gamme et ils continuent à exporter des produits manufacturés.
à nous exporter les produits manufacturés. Et la Chine est le premier exportateur du monde de très loin, encore aujourd'hui, deuxième étant les États-Unis, tout de même. Mais quand vous parlez des produits manufacturés, ça veut dire c'est pas les tas de charbon, ou, etc. C'est des produits manufacturés. La Chine représentait 4% des ventes de produits manufacturés mondiaux il y a 20 ans, 97, aujourd'hui 18%. Ça veut dire que la Chine, en termes de produits manufacturés, est vraiment de très très loin le premier fabricant mondial. Ça continue à être l'usine du monde. Ce qui nous pose des tas de problèmes, parce que nous, Union européenne, on a un déficit de 130 milliards de dollars avec la Chine, et les États-Unis encore plus. Alors vous mettez Trump dans le dispositif, et puis je vous expliquerai comment ça se passe dans un instant. Deuxième autre élément, je prends là, vous savez, les comparaisons en longue période sur 20 ans, dans le poids mondial. Les dépenses militaires chinoises il y a 20 ans, en 97, étaient 3% des dépenses militaires mondiales. Aujourd'hui, c'est monté à 14%. Alors, les États-Unis sont loin devant, mais en 2030, si vous voulez, pour ma date fétiche, très probablement les dépenses militaires chinoises seront équivalentes aux dépenses militaires américaines. Alors, vous mettez 600 milliards de dollars de dépenses militaires. Les militaires ont des joujoux de plus en plus meurtriers, de plus en plus sophistiqués. Ils en font quoi? Très bonne question. Pas seulement se défendre. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de classe moyenne en Chine. Tout le monde était égalitaire, à peu près égalitairement pauvre d'ailleurs, parce qu'on ne vivait pas très bien, le salaire n'était pas très élevé. Et aujourd'hui, vous avez 400 millions à peu près de personnes considérées comme étant dans la classe moyenne. Alors, classe moyenne, c'est quoi? Classe moyenne, c'est une notion qui est liée à la propriété, c'est-à-dire je possède ma boutique, je possède mon vélomoteur avant de posséder ma voiture, je possède, etc. Et puis j'ai accès à de la consommation. Donc, boom de consommation, et vous multipliez par le nombre de chiffres chinois, même si vous le limitez, excusez du peu, à 400 millions de classe moyenne chinoise, ça vous fait le premier marché de produits de première nécessité du monde de très très loin, de la lessive au papier toilette en passant par ceci et cela, le premier marché de téléphone portable du monde, alors là, c'est absolument superlatif, etc., etc., etc. Bon. Il représente 10% de toute la consommation mondiale. Bien que ce soit un pays encore globalement d'une richesse limitée. Parce que 8 000 dollars de PIB par tête, c'est très très bien, surtout très très bien par rapport à ce que c'était avant. Mais nous sommes à 48 000 dollars par tête, nous Français, en moyenne, hein, et les États-Unis à 56 milliards de dollars. Je sors de la statistique, le Liechtenstein, le Qatar et le Luxembourg, parce que eux sont hors concours, si vous voulez. Hein, mais dans les grands pays développés, on tourne autour de 50 000. Donc il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, très probablement, un Chinois moyen n'accédera jamais à notre richesse par habitant. Ou alors il faut un cataclysme nucléaire pour diviser la population par 4. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, on a cette classe moyenne, et les classes moyennes, il y a 20 ans, ou l'absence de classe moyenne, il y a 20 ans, communiquaient peu. On vivait encore à la campagne, maintenant on a migré vers la ville, on ne communiquait pas. Moi je me souviens, pas vous raconter ma vie, mais je me souviens qu'on faisait la queue à Pékin pour avoir accès à un téléphone public, pour pouvoir appeler, vous savez, les vieux téléphones en ébonite, comme ça, pour pouvoir appeler. Aujourd'hui, il y a 1,3 milliard de téléphones portables en Chine.
c'est-à-dire pratiquement autant que le nombre de population. Et out of which 750 millions de smartphones. Vous avez 760 millions de Chinois qui surfent sur Internet. Alors, comment on fait dans un pays communiste, autoritaire, lourd? Ça devient une question intéressante. J'y répondrai dans un instant. Vous voyez que on passe de la consommation au politique, hein, assez rapidement. Donc ce qui s'est passé, il s'est passé que en peu de temps, finalement, petite génération, on a vu cette émergence incroyable de la Chine avec un mode d'emploi un peu particulier auquel nous ne sommes pas bien habitués. Dans la guerre froide, nous étions quand même informés d'assez près de ce qu'était un parti communiste au pouvoir, parce qu'on avait l'Union soviétique en face. Brejnev, tout ça on connaît, parce qu'on nous a distillé tout ça, notre génération, à longueur de journaux. J'ajoute que nous avions nos propres marxistes, qui, quand nous étions étudiants, comme vous l'êtes maintenant, nous ont empoisonné la vie, parce qu'il était hors de question de ne pas être marxiste pur et dur quand on était à l'université. Bon. C'était l'époque où le gourou absolu s'appelait Jean-Paul Sartre, et où on disait « il vaut mieux avoir tort avec Jean-Paul Sartre que raison avec Raymond Aron ». Et c'était Raymond Aron qui était arrivé premier à l'agrégation de philo, là où Sartre était arrivé deuxième, qui avait toujours raison et qui écrivait les bouquins de sciences politiques les plus intéressants du moment, qui restent encore valables. Hein. Je vous conseille d'en lire 2 ou 3, vous ne perdrez pas votre temps, alors que Sartre s'est à peu près toujours gouré sur tout, et nous a, pardonnez-moi l'expression, c'est le soir, emmerdé la vie jusqu'à plus soif. Donc, on sait ce que c'est. Et puis, la guerre froide s'est terminée en 91, enfin, bon, chute du mur de Berlin, puis, etc. Enfin, vous avez potassé ça dans vos examens d'histoire. C'est l'époque où un zozo qui s'appelait Francis Fukuyama, professeur à Berkeley, a écrit La fin de l'histoire, en disant, ça y est, c'est fini, les États-Unis ont gagné la guerre froide, donc la civilisation démocratique, libérale, etc. va s'imposer ipso facto sur le reste du monde. Il existe toujours, Fukuyama, mais évidemment, tout le monde en rigole maintenant de cette thèse-là. Mais on surfait là-dessus. Et puis, l'URSS a été démantelée, a été remise aux mains des prédateurs qui aujourd'hui font allégeance à Poutine, mais c'est les mêmes. Et donc, on a oublié ce que c'était. Et puis, voilà qu'avec la Chine, où on a une grande puissance montante, où on se retrouve avec un parti communiste au pouvoir. Un parti communiste au pouvoir, c'est un parti, excusez du peu, où vous avez 89 millions de membres, supérieurs à la population de l'Iran ou à la population de l'Égypte. Les 80 millions de membres du Parti communiste se voient accorder le droit de diriger leurs contemporains. Il n'y a pas de débat. La séparation des pouvoirs chère à Montesquieu, c'est une curiosité pour les Chinois les plus éduqués. La justice n'est évidemment pas indépendante. Il y a zéro contre-pouvoir. La presse est priée de relayer ce que dit le pouvoir. Et puis si vous avez un journaliste qui a le goût du martyre et qui se met à dire des trucs sur le pouvoir, il ne fait pas long feu. Pas du tout long feu. De moins en moins long feu, car aujourd'hui, sous Xi Jinping, je vais vous montrer sa tête, slide suivant, la vis s'est resserrée d'une façon incroyable depuis 5 ans, après un début de libéralisation. Donc, un parti communiste au pouvoir, ça veut dire glaciation politique. Zéro contre-pouvoir, etc. Mais, il y a 2 bémols.
Premier bémol négatif et autre bémol positif. Premier bémol négatif, quand vous avez zéro pouvoir, zéro règle du jeu institutionnel, où vous avez le recours à l'état de droit, etc., etc., pour que votre dossier soit au-dessus de la pile, dans un système de ce genre, vous graissez la patte. Donc corruption généralisée. Et une corruption qui, plus haut vous êtes dans le parti, plus vous avez le pouvoir de signature, donc plus la corruption est élevée. Et le système a évolué gentiment dans les 40 dernières années, jusqu'à ce que Xi Jinping, qui est au pouvoir depuis 5 ans, hein, et qui en reprend pour 5 ans, minimum, jusqu'à ce que Xi Jinping, il y a 5 ans, dise « on arrête de jouer parce que on est en train de perdre complètement notre légitimité si le système est corrompu, donc il y va de la survie du parti à terme si le ver est dans le fruit. » Donc il a commencé par couper les têtes. Et quand je dis couper les têtes en Chine, c'est pas une figure de style. Hein. On ne coupe pas la tête, mais on vous met une balle dans la nuque. Ce qui revient, le résultat est le même. Hein. Et on a vu des procès à grand spectacle et où on a attaqué, selon le langage fleuri chinois, les tigres et les mouches. Alors les tigres, c'est les gros, c'est les ministres, généraux d'armée, etc. Et puis les mouches, c'est les autres, quoi. C'est les petits gars, les vulgum pecus, etc. Tout le monde est passé beaucoup de gens sont passés à la trappe. Et du coup, il y a un problème maintenant pour nous. Moi, je appartiens plutôt au monde de l'entreprise, c'est que les gars sont tétanisés, ils prennent plus de décisions maintenant parce qu'ils ont peur de se faire taper sur la tête. Donc ça, c'est le côté du Parti communiste où tant que vous consommez, il n'y a pas aucun problème, mais vous ne parlez pas politique. Et on a gravé dans la Constitution, Deng Xiaoping, qui était un petit bonhomme d'1,50 m, qui a été vraiment le grand révolutionnaire chinois après Mao, a fait graver dans la Constitution qu'on était dans une économie socialiste de marché. Alors là, il faut décoder, ça veut dire quoi? Économie de marché, on comprend, nous, on sait ce que c'est. Mais économie socialiste de marché, socialiste vient avant marché, quand vous le lisez, que ce soit en chinois, en anglais, Socialist Market Economy, socialiste vient avant marché. Les Chinois ont compris en 30 secondes que ça voulait dire, ok, on consomme, on s'enrichit, on peut gagner du fric, etc., aucun problème, mais on ne parle pas politique. Parce que socialiste, ça veut dire le monopole, c'est au Parti communiste chinois. Basta. Et, on en parle même. Et vous avez le Parti communiste chinois, non seulement contrôle la population, mais se sert des technologies les plus modernes et les plus sophistiquées pour contrôler de plus en plus la population. Je vous donne un exemple. Les Chinois, les entreprises chinoises de haute technologie sont très en avance, même par rapport aux Américains, sur la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est un truc où une caméra vous recense 75 points du visage et on sait instantanément, en allant puiser dans les big data, c'est encore autre technologie, que la personne qu'on a recensée s'appelle Monsieur Dupont. Voilà. Alors, je prends un ou deux exemples de ce que le parti fait pour contrôler la population. Ce sont deux petites anecdotes pour détendre l'atmosphère. Première anecdote que j'ai vue et photographiée il y a 3 mois à Shanghai. Au Grand Carrefour, on a mis des écrans, des grands écrans géants, dans lequel on peut avoir des messages du genre embouteillage prévu dans 2 km ou ce genre de choses, bon, information. Mais aussi, on repère le type qui traverse au vert, même s'il n'y a pas de voiture, ce qui est une infraction, puisqu'on doit s'arrêter et attendre que les voitures soient au rouge. Et à ce moment-là, sur le grand écran, s'affiche le portrait du gars. Et non seulement ça, mais on dit « Bonjour, monsieur Wang, votre numéro de portable est le temps, et votre numéro de sécurité sociale est le temps. Vous avez traversé au vert. Et comme c'est une infraction, tout ça sur l'écran, hein,
devant 3000 personnes qui regardent M. Wang. Et comme c'est une infraction, vous allez avoir une amende de 60 yuan qui, dans les 5 minutes qui suivent, vont être débitées directement sur votre compte. Basta. Suivant. Bon. Autre exemple pour détendre encore plus l'atmosphère. Les Chinois ont un comportement de politesse. Nous, les Français, lâchés en bande à l'étranger, on n'est déjà pas terrible. Mais les Chinois, c'est quand même un peu rude. Hein. Et dans les toilettes publiques autour du Temple du Ciel à Pékin, depuis 6 mois, fonctionne un système de toilettes publiques avec reconnaissance faciale. Donc, on est prié de s'asseoir bien au centre de la lunette, et puis on vous dit, vous n'êtes pas bien assis au centre. Et là, on dit, bonjour Monsieur Wang, votre allocation de papier toilette est de 50 cm, pas 1 cm de plus. Même si vous avez des problèmes gastriques. Et donc c'est absolument authentique, hein, vous pouvez aller vérifier. Et donc, vous avez droit, si vous voulez, à votre allocation pour ne pas piquer tout le rouleau, et donc comme ça. Alors, ça, c'est des anecdotes pour s'amuser. Mais quand le gouvernement chinois décide d'aller plus loin, il faut savoir qu'en Chine, on a un dossier personnel de la naissance à la mort, dans lequel tout est inscrit. Mais alors, vous rajoutez là-dedans les technologies modernes, les big data, l'enregistrement automatique par Internet, etc., plus vos préférences d'achat, parce que nous sommes tous fliqués maintenant, dès qu'on achète un truc sur Amazon, etc., on est tous fliqués, bon. Vous avez un dossier où, dans 18 mois, 2020, chacun aura ce qu'on appelle un compte de mérite social. Qu'est-ce que c'est qu'un compte de mérite social? De la naissance à la mort, vous avez, si vous avez traversé 3 fois au feu vert, pardon, ça sera noté, et ça vous donnera un bonus-malus. Bon, si vous avez critiqué le gouvernement, alors là, gros malus. Et non seulement ça, non seulement Big Brother du parti sait tout de vous, mais en plus de ça, vous avez un système de bonus-malus dans les récompenses, etc. Mauvais citoyen, pas droit de voyager. Vous voulez prendre un billet d'avion? Ah ben non, votre dossier n'est pas terrible. Vous êtes un mauvais citoyen. Je ne plaisante pas du tout, hein. C'est en train de se mettre en place. Un DRH, même d'une PME, a votre dossier. S'il veut vous embaucher, en disant c'est un citoyen quand même pas terrible. Il a été surpris à faire une sieste 3 semaines de suite au lieu d'être en cours à 2h de l'après-midi. Tac! Quand vous êtes étudiant, vous êtes fliqué. Donc, on est dans un système où, quand vous avez un seul système de référence, si vous voulez, vous vivez comme ça. Mais nous, évidemment, ça nous fait dresser les cheveux sur la tête. Enfin, pas les miens, parce que j'en ai peu, mais vous êtes dans un système, si vous voulez, où, pour gagner de l'argent, ça va tout seul, mais Big Brother vous regarde en permanence. Alors, Big Brother en chef, c'est lui, c'est Xi Jinping, qui a été adoubé pour la 2e fois, là, récemment, il y a 2 mois, pour un nouveau mandat de 5 ans. Donc, on est dans ce système qui est à la fois d'un dynamisme incroyable et un peu effrayant. Alors, je reviens au dynamisme incroyable. L'image qu'on a, c'est que les Chinois, bon, tant que c'est pour faire des ateliers, pour fabriquer des chemises ou monter des pièces comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, ça va tout seul. Eh bien, détrompons-nous, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises chinoises qui se mettent aujourd'hui à émuler les grandes. Alors, je ne sais pas si vous avez, si l'un quelconque de ces noms vous dit quelque chose, mais vous avez intérêt à prendre ces noms et quelques autres, parce que vous allez les voir dans le paysage. Et si Siemens et Alstom, vous avez entendu parler de ça il y a 3 mois, si Siemens et Alstom ont été condamnés à se marier, c'est parce que CRRC pèse déjà 2 fois plus que eux, ensemble,
28 milliards de dollars dans la construction d'équipements ferroviaires dans le monde. Les choses vont à une vitesse folle, si vous voulez. On coule autant de béton chaque année en Chine que tout ce qui existe de béton en Île-de-France. En Île-de-France. Vous prenez l'Île-de-France. Les routes, les ponts, les immeubles, etc., etc. Vous prenez votre calculette pour calculer le volume de béton que ça représente. Eh bien, c'est ce qu'on coule chaque année en Chine. Le premier produit, les Chinois produisent 600 millions de tonnes d'acier par an. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais quand vous savez que le deuxième mondial, c'est le Japon avec 120 millions de tonnes, et le troisième, les États-Unis, avec 100 millions de tonnes, on voit que les Chinois sont, bon, etc., etc., etc. 7000 km d'autoroutes construites l'année dernière. En un an, 7000 km d'autoroutes. D'accord? Nous, 30, 50 peut-être. Huawei, c'est le roi des télécoms, qui est aujourd'hui, et qui n'est pas des gars qui assemblent des transistors dans des centraux téléphoniques. Ils sont le premier déposant de brevets mondiaux en matière de télécom, etc., etc. Et puis, peu importe, tout ça, c'est des leaders mondiaux. Je prends des entreprises de haute technologie. Tencent, vous avez entendu parler de ça? Tencent, ils ont l'application en Chine qui s'appelle WeChat. WeChat, vous pouvez tout faire avec WeChat. Nous sommes un pays sous-développé par rapport à ce que WeChat est capable de faire. Ça va arriver chez nous dans 2 ans, 3 ans. Bon, avec WeChat, vous avez le paiement sécurisé en ligne. Plus personne n'a autre chose qu'un smartphone avec WeChat maintenant en Chine, etc., etc. Vous avez 500 applis possibles rien que sur WeChat. Tencent, ça dit rien, mais la capitalisation boursière, ça vous dit peut-être pas grand-chose que c'est qu'une capitalisation boursière. La market cap de Tencent, c'est aujourd'hui 550 milliards de dollars. Hein. Amazon, 500 milliards de dollars. Et à égalité quasiment avec Amazon, Alibaba, c'est e-commerce, c'est l'Amazon chinois. Pourquoi? Parce que pour se protéger, pour protéger l'empire du milieu, eh bien, on a interdit à tous les autres de s'implanter. Donc Google interdit, Gmail interdit. Moi j'ai un portable chinois où j'ai les applis chinoises, mais Gmail ne marche pas, Facebook ne marche pas, Twitter ne marche pas, etc. Vous êtes prié d'adopter la version chinoise. Google ne marche pas, vous faites vos recherches sur Baidu. Donc, peu importe ces noms, mais il faut savoir que il y a un certain nombre de ces noms, ici, qui sont absolument inconnus au bataillon en dehors du marché chinois. Mais ils vont arriver. Donc, on a aujourd'hui une Chine qui est en train d'émuler les États-Unis, si vous voulez, dans un certain nombre de domaines du jeu. Je ne crois pas qu'ils remplaceront un jour la Silicon Valley américaine, malgré Donald Trump qui quand même les passe à la paille de fer actuellement, la Silicon Valley, parce qu'il y a un problème de recherche. Comment est-ce que vous assurez, si vous voulez, la liberté et le foisonnement de la recherche dans un pays où politiquement vous êtes obligé de contrôler sévèrement l'information? Ça, c'est une vaste question qui n'est pas seulement philosophique. Mais là, sur cet aspect de la question, vous êtes encore dans une comparaison, si vous voulez, où, curieusement, on ne voit pas de champion européen capable d'émuler les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre. Où est le Google européen? Où est le Amazon européen? Bon. Gros problème. Gros problème. Alors, je termine cette partie économique, j'étais un peu long, en vous disant que tout ça n'est pas un lit de roses. C'est-à-dire que quand vous multipliez votre richesse par 2 tous les 7 ans, si vous voulez, ça ne se fait pas sans dommages collatéraux. Quand vous mettez la croissance économique à tout prix comme seul objectif, ça veut dire que, dans le même temps, vous vous asseyez complètement sur d'autres domaines. Exemple, la pollution.
pollution de l'air, pollution de l'eau. Moi j'ai une appli sur mon portable, accessible en France, où j'ai les mesures de la qualité de l'air dans les grandes villes chinoises. Donc tous les jours on suit où c'était. Donc les taux de particules fines, si vous voulez, c'est les fameuses particules fines qui sont les nanogrammes par mètre cube de particules fines. Le seuil de dangerosité de l'OMS, c'est 25 nanogrammes par mètre cube. D'accord ? Et quand on est à 30, Madame Hidalgo déclenche le plan Orsec, ferme le périphérique, etc. Ce qui est vraiment le truc à pas faire, si vous voulez. Parce que quand vous mettez un embouteillage, ça crée 3 fois plus de particules fines que quand les voitures roulent. Mais enfin, pas encore compris ça. Bon. Toujours est-il que nous, on se promène gentiment vers 25-30. Hein. Le jour de Noël 2016, je prends un chiffre un peu extrême, à Pékin, on était, allez, dites quelque chose. Combien de particules fines? 500. Et là, ils ont pris des mesures drastiques, ils ont fermé 4 centrales au charbon autour de Pékin. Le jour de Noël 2017, là, qui vient de se passer, on n'était plus qu'à 152. Donc c'est un progrès. Enfin, je veux dire, ils ont fixé, alors les Chinois ont fixé un seuil à 60. Le seuil idéal, c'est pour eux maintenant, c'est ça. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Il n'y a plus d'eau potable en Chine nulle part. Tous les fleuves, sources, nappes phréatiques sont pollués. Si vous achetez une carotte ou une tomate en Chine, vous êtes à peu près sûr qu'elle a été arrosée avec du plomb, du cadmium, tous les métaux lourds de la création. Problème massif de sécurité alimentaire. Je vais être affreux, mais on a eu, c'est pas fini, le cas de Lactalis, qui dans les dernières semaines, il y avait une usine pas très bien nettoyée, et donc il y a des bébés qui ont pris de la salmonelle dans leur lait maternisé. Très bien. 34 bébés à l'hôpital sur une population de 67 millions de Français. En Chine, il y a 6 ans, il y a des petits malins qui vendaient du lait maternel, des grosses boîtes, hein, qui ont rajouté dans la poudre de lait de la mélamine. La mélamine, c'est un truc qui augmente le taux de protéines. Donc le bébé pousse plus vite. 300 000 bébés à l'hôpital, et alors pas avec un petit problème gastrique, hein, avec les reins bloqués. C'est emmerdant d'avoir les reins bloqués. Hein. Bon, donc 300 000 bébés à l'hôpital, 500 morts, etc. Je vais être encore affreux, mais dans un pays qui est un pays d'enfants uniques. Donc je veux dire, un enfant, c'est pas de la statistique, mais enfin, la charge émotionnelle est encore pire, si vous voulez. Et alors là, pour le coup, les journaux chinois ne sont pas censurés. Hein, là, les journaux chinois ou la télé chinoise parlent tous les soirs à fond de ce genre de choses. Donc, ça devient compliqué. Et vous gérez ça comment? Vous gérez ça quand il y a une crise majeure. C'est pas encore arrivé à M. Beignet, président de Lactalis, mais en Chine, on a pris les 3 PDG des premières boîtes, des premières entreprises de lait infantile, dont une femme qui était la présidente de la plus grande, et je vous passe les détails, les 3 ont pris, un mois plus tard, une balle dans la nuque. Hein? Condamnation à mort le vendredi, vous faites appel. Le samedi, votre appel est rejeté, et le dimanche matin, vous prenez une balle dans la nuque. Ça s'appelle en Chine tuer le poulet pour effrayer le singe. C'est-à-dire, on tue le poulet, et puis les autres se tiennent à carreau. Bon. Alors, je vais passer à une deuxième partie beaucoup plus courte, mais purement visuelle, pour vous montrer les velléités d'expansion internationale de la Chine. Et ne le dites pas à vos professeurs de Sciences Po, mais ces 2 parties sont absolument inégales. Et donc, je serai recalé immédiatement à l'examen de Sciences Po. Alors, d'abord, ça c'est une carte de la Chine, vue de la Chine. Bon.
Donc le centre du monde, évidemment, n'est pas le même que pour nous, et vous voyez que les voisins de la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Japon ici, vous avez la Russie, vous avez la Mongolie, vous avez le Kazakhstan, etc., etc. Donc vu de la Chine, évidemment, le problème n'est pas le même. On dit que la Chine a toujours été un pays qui s'est suffi à lui-même, qui était isolé dans ses propres frontières et qui n'a jamais sorti de chez lui pour envahir ses voisins. Ce qui est, un, c'est faux, et deux, ça sert bien le pouvoir chinois quand on dit ça, parce que vous voyez, nous sommes des parangons de paix. Et je vais regarder attentivement ce qui va se passer à Davos demain et après-demain, parce que l'année dernière, Trump venait d'être élu président des États-Unis, et Xi Jinping est arrivé à Davos en disant « La Chine est un pays qui est un havre de paix. Il n'y a pas plus libéral que nous en matière d'échange. Nous sommes des gens sérieux et prévisibles. » Sous-entendu, regardez l'autre qui s'agite avec sa mèche blonde, là, vous voyez. C'était ça le message. Et il continue là-dessus. Alors, première carte à regarder, c'est que vous avez une artère vitale en Asie. L'Asie n'a pas de pétrole, ou très peu, enfin, pas beaucoup, pas suffisamment. Et donc, le commerce mondial, le pétrole, etc., passe par les détroits de Malacca, ici Singapour, et puis remonte ensuite, et va distribuer la Chine, la Corée, le Japon, etc. Donc, ces eaux sont des eaux absolument cruciales. C'est des eaux qui, selon le droit de la mer, qui est partie prenante de la Charte des Nations Unies, sont des eaux internationales. Et la Chine dit « Ouais, mais nous, ça ne nous concerne pas. » Ah, mais les gars, vous avez signé la Convention sur le droit de la mer. « Oui, mais nous, on est un peu spécial, parce que, regardez, si j'achète une carte de Chine en Chine, à Pékin, j'ai naturellement la Chine, j'ai bien entendu Taïwan, puisqu'ils l'ont inclus dans la carte de Chine, mais ils disent notre frontière, c'est ça, frontière verte. C'est bizarre quand même, hein. Ça s'appelle la ligne en U. Si vous achetez une carte du Vietnam au Vietnam, les Vietnamiens disent c'est ça, nous, la carte du Vietnam. Vous faites le même exercice aux Philippines. On dit ah bah c'est ça, la carte des Philippines. Puis Brunei, vous savez, qui est un petit émirat, qui est une éponge à pétrole, dit c'est ça. Puis la Malaisie dit c'est ça. Et tout ça, tous les bateaux passent au milieu. Alors, vous faites quoi? Bah, pendant 30 ans, on n'a pas fait grand-chose. On a dit, bah, c'est à nous, mais bon, pas plus que ça. De temps en temps, il y avait une vedette rapide qui allait planter un drapeau. Alors, au milieu, il y a des petites îles qui sont des atolls, vous savez, recouverts à marée haute. Enfin bon, donc pas grand-chose. Enfin, suffisamment pour casser un bateau qui arrive dessus, mais bon. Et puis là, les Chinois, depuis Xi Jinping, toujours le même, ont dit on va restaurer la grandeur ineffable de l'Empire chinois. C'est du Fuxing en chinois, c'est exactement le même terme qu'on dit que Poutine utilise pour la Russie, restauration de la splendeur passée de la Sainte Russie, ou Erdogan en Turquie disent restauration de l'Empire ottoman. Donc moi quand j'entends le mot restauration, ça me fait un peu tiquer. Et Xi Jinping emploie exactement le même terme. Alors, il a commencé à envoyer en catimini des bateaux, des dragueurs, etc., pour bétonner certains des petits atolls. Ça, c'est avant, après. Alors, avant, vous avez un atoll paumé. Après, vous avez une piste de 3 km de long, encadrée par des lance-missiles, quand même, pour protéger la piste. Et puis, un port pour les supply boats, etc., etc., etc. Et les Chinois disent c'est à nous. Alors on leur dit mais attendez, prouvez que c'est à vous. Je veux dire en droit international, vous n'avez pas le droit d'aller comme ça. Et alors nous, on a une tradition diplomatique en Occident où si votre arrière-arrière-arrière-grand-père au 8e siècle possédait un bout de champ, vous pouvez montrer un
3 lignes sur une peau de bœuf disant le seigneur machin avait ça. Donc c'est un commencement de preuve, ça s'appelle en droit. Je ne sais pas si vous avez fait du droit encore de ce genre à Sciences Po. Là, en Chine, ils disent c'est à nous parce qu'on vous dit que c'est à nous. Alors évidemment, si vous gérez les affaires internationales en disant c'est à nous parce qu'on vous dit que c'est à nous, ça commence à être un peu compliqué. Et les Chinois disent, ben, maintenant qu'on a bétonné, alors là c'est vraiment à nous, et on va mettre en plus, en prime, une limite de 12 000 nautiques, qui est le droit de la souveraineté internationale, des côtes, et puis une zone exclusive économique de 200 000. Et là on dit, attendez, on n'est pas d'accord. Et les autres pays, le Vietnam, les Philippines, etc., sont vent debout là-dessus. Bon. Et voilà ce que les Chinois ont déjà fait. C'est-à-dire, là ils ont bétonné sérieux ces 3 îles, dont Firicross qui est en plein milieu de là. Donc, avec un aéroport, vous balancez des chasseurs bombardiers, etc., et vous pouvez contrôler les zones. Et ils sont en train de faire la même chose sur d'autres îles. Bon. Ils sont en train, parallèlement, de créer des bases logistiques dans l'océan Indien. C'est-à-dire que, bon, ici, ils ont des bases dans tous les pays faibles, si vous voulez, et prêts à accepter la manne chinoise. Donc vous en avez en Birmanie, vous en avez au Bangladesh, vous en avez au Sri Lanka, vous en avez aux Maldives, vous en avez au Pakistan, une énorme base qui s'appelle Gwadar, et puis ils viennent d'ouvrir à Djibouti, il y a 3 mois, à côté de la base française, de la base british et de la base américaine, hein, d'ailleurs, mais bon. Et il y en a qui ne sont pas très contents, c'est les Indiens, en disant, mais dites donc, tout ça nous entoure, là, hein, donc on est où, nous? Alors, il y a un truc, si vous voulez, que les Chinois, et même au niveau supérieur chinois, n'a pas bien capté, c'est qu'ils n'étaient pas tout seuls et qu'il y avait d'autres acteurs dans la zone. Alors, les autres acteurs dans la zone, vous commencez par des gros qui sont les Indiens, maudits, les Japonais, Abe, qui sont d'ailleurs en train de fricoter ensemble pour créer des investissements conjoints pour circonvenir les Chinois. Faut pas oublier lui, parce que regardez la carte, hein, la frontière, vous avez des acteurs secondaires, puis vous avez celui-là qui est le trublion en chef, qui il s'est un peu calmé parce qu'il a envie de défiler dans 15 jours aux Jeux Olympiques sud-coréens, mais depuis 2 ans, il balance des fusées, il fait des expériences atomiques, etc., etc. Et puis vous en avez, last but not least, la 7e flotte américaine avec l'autre, là. Et là, ça devient compliqué. Les Chinois, ils veulent avoir des ennemis prévisibles. Mais avec un ludion comme Trump, on ne sait pas quel va être le tweet suivant, si vous voulez. Donc, un ennemi imprévisible, ça devient compliqué à gérer. Je vous livre le fond de ma pensée. Kim Jong-un de Corée du Nord s'est calmé, parce que, après de multiples rodomontades, mais surtout, sans évidemment jamais l'avouer, parce que si les Américains disent, bon écoutez, on arrête de jouer, la puissance militaire américaine est incommensurable pour Kim Jong-un, qui n'est pas un dingue, c'est un type rationnel. Enter Trump, si vous voulez, dans le dispositif, le rationnel de l'histoire, c'est que, en effet, le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine est monstrueux. Alors on règle ça comment? On règle ça, sauf que la Chine reste le premier client de l'Amérique dans un autre sens. Donc, etc. Dernier élément, et puis j'en aurai terminé, le grand projet qu'on balance comme un mantra de nouveau, je vous fiche mon billet qu'après-demain, Xi Jinping va dire la même chose à Davos, c'est les nouvelles routes de la soie. Nouvelle route de la soie, en chinois c'est Yida Ilu, ce qui veut dire une zone, enfin un bassin, une route, pas une ceinture, une route, c'est pas ceinture et bretelle, hein, c'est une zone, une route. Donc il y a des multiples projets, si vous voulez, d'infrastructures principalement, où on va mettre des trains, des routes, des autoroutes, et puis des infrastructures maritimes un peu partout. Avec un horizon qui est, vous voyez, ils voient loin les Chinois, 2049. Pourquoi 2049 ? Parce que ça sera le centenaire
de la fondation de la République populaire de Chine. Xi Jinping aura 96 ans à l'époque, avec le ginseng que cultive la Chine, on peut penser qu'il aura encore bon pied venin. Voilà. Je termine là-dessus pour vous dire que la Chine, elle a en face des grandes civilisations et des grandes zones géopolitiques, je terminerai par là. Elle a en face d'elle la Russie, ex-Union soviétique. Les Russes ne vont pas laisser les Chinois, n'importe où, n'importe comment, s'étaler dans les pays en ce temps. Autre influence dont on ne parle jamais, toute cette zone est turcophone. Les Ouïghours de Chine parlent une dérivée de turc. Et ils sont soufis, les Ouïghours. Donc, autre zone. Troisièmement, l'ASEAN, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire non plus cette mosaïque de pays du sud-est asiatique à une colonie chinoise. Le Japon, la Corée, l'Inde, évidemment, éventuellement la Mongolie. Donc vous voyez que ça fait du monde. Donc les Chinois ne sont pas seuls au monde, et il va y avoir une tectonique des plaques dans l'avenir. Et je pense que s'il y a un conflit un jour armé, enfin là on rêve, hein, je n'ai rien dit, puis vous n'enregistrez pas, parce que sinon ça va se retrouver à l'ambassade de Chine demain matin. Ça ne sera probablement pas une guerre lourde avec les États-Unis, mais plus probablement un conflit avec l'Inde. Les puissances rivales dans cette zone, c'est l'Inde et la Chine. Bon. Alors j'arrête là, puisque sinon je vais me faire demander.